Ma main tremblait légèrement en resserrant le nœud de mon tablier. Dans le vestiaire exigu et mal éclairé de l'écrin noir, l'opulence du restaurant semblait à des années-lumière. Mais la peur, elle, était bien présente, collée à ma peau. Mon téléphone s'est allumé sur le casier, un seul mot s'affichant sur l'écran verrouillé. Bientôt. Un frisson glacial a parcouru mon échine. C'était lui, Marc. Chaque notification, chaque vibration fantôme dans ma poche était une décharge électrique, un rappel constant qu'il était là, quelque part, à observer, à attendre. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer les battements affolés de mon cœur. Je devais tenir, pour Sophia, pour ses médicaments, pour le loyer qui ne se paierait pas tout seul. J'ai forcé un sourire sur mes lèvres, un masque de professionnalisme que j'avais appris à perfectionner. En poussant la porte battante, je suis entrée dans la salle principale, un monde de boiseries sombres, de velours pourpre et de conversations feutrées. Les clients, riches et puissants, me voyaient à peine. J'étais un fantôme efficace, un rouage invisible dans leur soirée parfaite. Mais ce soir, je sentais un regard différent sur moi, lourd et pénétrant, bien avant de savoir d'où il venait. Un regard qui semblait voir au-delà du tablier et du sourire forcé, directement dans la panique qui menaçait de me submerger. Marc était un expert en terreur psychologique. Ancien flic renvoyé pour brutalité, il connaissait le système de l'intérieur, savait exactement comment me harceler sans jamais franchir la ligne qui alerterait ses anciens collègues. Les mains courantes que j'avais déposées s'empilaient dans un dossier poussiéreux, classé sans suite, considéré comme les divagations d'une ex-petite amie rancunière. Il avait commencé par des messages, puis des appels à des heures impossibles. Ensuite, il y a eu les cadeaux, laissés sur le paillasson de mon petit studio. Une rose noire, une photo de nous deux, le visage lacéré. Il apparaissait à la sortie de mes anciens boulots, son sourire narquois me faisant comprendre qu'il était la raison pour laquelle on me renvoyait systématiquement. L'écrin noir était ma dernière chance, un établissement si exclusif que j'espérais qu'il n'oserait pas s'en approcher. Mais le message « bientôt » prouvait que mon sanctuaire n'existait plus. Chaque jour était une épreuve, une lutte pour garder la tête hors de l'eau, pour payer les traitements de ma sœur Sophia, dont la santé fragile dépendait entièrement de moi. C'est une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, ce sentiment d'être seul face à une menace que personne ne prend au sérieux. Si mon combat vous touche, si vous voulez voir comment une femme ordinaire trouve la force de se relever, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager. Votre soutien est précieux et me donne le courage de continuer. Il était assis à la table 12, sa place habituelle, Dante Moretti. Le propriétaire, le grand patron, l'homme dont le nom était murmuré avec un mélange de crainte et de respect par tout le personnel. Personne ne disait ouvertement qu'il était le chef de la plus puissante famille du crime de Paris, mais tout le monde le savait. Son empire légal, dont ce restaurant était le joyau, n'était qu'une façade impeccable pour des activités bien plus sombres. Il était toujours accompagné de son bras droit, Léo, un homme au visage sévère qui analysait la pièce avec des yeux de prédateur. Monsieur Dubois, mon directeur, devenait un pantin servile en leur présence, se courbant si bas qu'il semblait sur le point de lécher leurs chaussures impeccables. Dante, lui, restait impassible. Grand, vêtu d'un costume sur mesure qui semblait moulé sur son corps puissant, il dégageait une aura de contrôle absolu. Il ne parlait jamais fort, mais ses ordres étaient exécutés sans la moindre hésitation. Son regard était la chose la plus déconcertante. Des yeux sombres, presque noirs, qui ne semblaient jamais scier. Ce soir-là, alors que je m'approchais pour prendre leur commande, son regard s'est posé sur moi et pour la première fois, il n'a pas dévié. Il me fixait, non pas comme une serveuse, mais comme une énigme qu'il cherchait à résoudre, et cette attention inhabituelle était plus terrifiante que n'importe quelle menace. Le service à leur table était une épreuve de nerfs. Chaque geste était scruté. Lorsque je versais le vin, un château pétrus d'une valeur supérieure à mon loyer annuel, je sentais le regard de Dante suivre la trajectoire de la bouteille, puis remonter le long de mon bras jusqu'à mon visage. Il ne disait rien, mais son silence était assourdissant. Léo posait des questions précises sur la composition des plats, des tests déguisés pour évaluer ma compétence, tandis que Monsieur Dubois planait derrière moi, prêt à bondir sur la moindre erreur. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon tablier. Un autre message de Marc, j'en étais sûre.
Mon pouls s'est accéléré, une sueur froide perlant sur ma nuque. Je devais rester calme, professionnelle. J'ai présenté le plat principal de Monsieur Moretti, un filet de bœuf saignant, en décrivant la sauce avec une voix que j'espérais stable. Il a hoché la tête, un geste à peine perceptible avant de prendre son couteau. Le luxe de la scène était surréaliste. La vaisselle en porcelaine, les couverts en argent, la nourriture exquise, tout cela contrastait violemment avec la panique brute qui me rongeait de l'intérieur. J'étais prise en étau entre deux mondes, deux types d'hommes dangereux, et je sentais les murs se refermer inexorablement sur moi, m'étouffant lentement. Le point de rupture est arrivé de manière inattendue. Alors que je débarrassais les assiettes, ma main a effleuré son verre d'eau. Un geste anodin, mais il a réagi avec une vitesse foudroyante, sa main couvrant la mienne sur la table, l'immobilisant. Ce n'était pas violent, mais c'était un acte de possession, de contrôle total. Son regard s'est ancré dans le mien, sombre et impénétrable. « Faites attention », a-t-il dit d'une voix basse, presque un murmure, mais qui a résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. C'en était trop. La peur de Marc, la pression de mon patron, l'humiliation constante et maintenant cette démonstration de pouvoir tranquille. Quelque chose a cédé en moi. La peur s'est transformée en une rage froide et pure. J'ai retiré ma main vivement et, le regardant droit dans les yeux, j'ai laissé échapper les mots qui flottaient dans mon esprit, avec un calme qui m'a moi-même surprise. « Encore un geste déplacé et vous ne sortirez pas d'ici », ai-je prévenu, ma voix à peine plus haute qu'un chuchotement, mais chargée de tout le venin que je contenais depuis des mois. Un silence de mort est tombé sur la table. Léo s'est figé, la main près de sa veste. Monsieur Dubois est devenu livide, mais Dante Moretti n'a pas scié. Un très léger sourire a étiré le coin de ses lèvres, une lueur d'intérêt pur brillant dans ses yeux. Il venait de voir quelque chose, pas une serveuse, mais une combattante. La réaction de Monsieur Dubois fut immédiate et volcanique. Il m'a attrapé par le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair, et m'a traîné loin de la table en s'excusant platement auprès de Monsieur Moretti, qui n'avait toujours pas bougé, son regard me suivant alors que je disparaissais vers les cuisines. « Vous êtes folle, complètement folle !» sifflait-il, son visage rouge de fureur et de peur. « Vous êtes renvoyée, prenez vos affaires et partez, je ne veux plus jamais vous voir ici. » Les mots étaient durs, mais tout ce que je ressentais était un étrange sentiment de vide. La colère s'était dissipée, laissant place à une terreur glaciale. J'avais perdu mon travail, mon seul moyen de subsistance, la seule chose qui maintenait la tête de ma sœur et la mienne hors de l'eau. J'ai récupéré mes quelques affaires dans mon casier, mes mains tremblant à nouveau, mais pour une raison différente. C'était un mélange de désespoir et d'une étrange, infime étincelle de fierté. J'avais tenu tête à l'homme le plus redouté de la ville. C'était stupide, suicidaire, mais c'était mon choix. En passant par le couloir de service pour sortir, j'ai jeté un dernier regard à travers le judas de la porte. Dante Moretti était toujours là, immobile. Il parlait à voix basse à Léo, mais son regard était fixé sur la porte par laquelle j'avais disparu. Il ne semblait pas en colère, il semblait intrigué. La ruelle derrière le restaurant était sombre et humide, une pluie fine commençant à tomber, se mêlant aux larmes de rage et de désespoir qui coulaient sur mes joues. Mon monde venait de s'effondrer. Pas de travail, pas d'argent pour le traitement de Sophia, et Marc qui, j'en étais sûre, se réjouirait de ma chute. J'étais seule, complètement seule. Appuyée contre le mur de briques froides, j'ai sorti mon téléphone. Plusieurs messages manquaient de lui, chacun plus menaçant que le précédent. Je me sentais piégée, sans issue. C'est alors que les phares d'une voiture ont balayé l'obscurité, s'arrêtant juste devant moi. Une berline noire, luxueuse, aux vitres teintées. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, pensant que c'était Marc. Mais la vitre arrière s'est abaissée lentement, révélant le visage de Dante Moretti. Il était seul à l'arrière, la lumière du plafonnier sculptant des ombres sur ses traits sévères. Il m'a observé un long moment, son expression indéchiffrable. Puis, sa voix grave a brisé le silence de la ruelle. « Montez dans la voiture, mademoiselle Moreau », a-t-il dit. Ce n'était pas une question, mais un ordre calme et posé. Nous avons des choses à discuter. Je crois que nous pouvons nous aider mutuellement. J'étais terrifiée, mais en croisant son regard, j'ai compris une chose. Cet homme dangereux était peut-être la seule porte de sortie de l'enfer dans lequel je vivais. Le silence dans l'habitacle de la berline était plus oppressant que n'importe quel cri.
Assise sur le cuir froid, aussi loin de lui que possible, je fixais les lumières de Paris qui défilaient, floues à travers la vitre teintée. Chaque virage m'éloignait de mon petit studio, de ma vie misérable mais familière, pour m'entraîner vers un inconnu terrifiant. Dante Moretti ne disait rien, son profil se découpant dans la pénombre, aussi immobile et tranchant qu'une statue de marbre. Je sentais son regard sur moi, analytique, dénué de toute émotion lisible. Mon esprit tournait à vide, rejouant en boucle ma confrontation insensée, la fureur de M. Dubois, la perte de mon emploi. J'étais passée d'une peur que je connaissais, celle de Marc, à une peur d'une toute autre ampleur. Cet homme n'était pas un simple harceleur. Il était le sommet de la chaîne alimentaire de cette ville, un prédateur dont je venais de piquer la curiosité. La voiture a ralenti, non pas devant un immeuble modeste, mais face à un gratte-ciel de verre et d'acier dont le sommet se perdait dans les nuages bas. Le portier s'est précipité, ouvrant la portière de Dante avec une déférence quasi religieuse. Il m'a fait un signe de tête. « Après vous !» Mon cœur battait la chamade. Je n'étais pas une invitée, j'étais une captive. L'ascenseur privé nous a emportés vers les étages supérieurs dans un silence vertigineux. Il s'est ouvert directement sur un appartement-terrasse immense, un espace froid et impersonnel qui ressemblait plus à une galerie d'art contemporain qu'à un foyer. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur tout Paris, une mer de lumière scintillante à nos pieds. Le contraste avec mon studio exiguë et encombré était si violent qu'il m'a donné le vertige. Dante a posé sa veste sur un fauteuil au design épuré et s'est dirigé vers un bar monolithique en marbre noir. Un verre ? Sa voix était calme, posée, comme si recevoir une serveuse renvoyée et terrifiée au milieu de la nuit était une routine. J'ai secoué la tête, incapable de prononcer un mot. Je suis restée près de la porte, prête à fuir, même si je savais que c'était inutile. Il ne m'a pas pressée. Il s'est servi un verre de whisky, a fait tourner les glaçons, puis s'est retourné pour me faire face, son regard sombre me clouant sur place. « Alors, Elara Moreau, dites-moi qui est Marc Fournier ?» Mon nom, prononcé par lui, sonnait comme une sentence. Le sien, comme une preuve accablante qu'il savait déjà tout. Une vague de froid m'a envahi. Comment connaissait-il ce nom ? La panique a laissé place à une colère défensive. Mon instinct de survie a pris le dessus, me dictant de ne rien montrer, de ne rien admettre. « Je ne sais pas de qui vous parlez », ai-je menti, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Et je ne sais pas ce que je fais ici, j'aimerais partir. » J'ai fait un pas vers la porte de l'ascenseur, un geste purement symbolique. Il n'a pas bougé, se contentant de prendre une gorgée de son verre. « C'est une erreur », a-t-il dit doucement, mais avec une finalité qui a brisé mon élan. Léo est très efficace. Le temps que nous montions, il avait déjà rassemblé les informations essentielles. Les mains courantes déposées au commissariat du 17e arrondissement, les changements d'emploi fréquents au cours des 6 derniers mois, les témoignages de vos anciennes collègues. Chaque mot était une pierre de plus sur le mur de ma prison. Il ne me posait pas de questions, il me présentait un dossier. Ma vie privée, mes peurs, mes humiliations, tout avait été disséqué et analysé en moins d'1 heure. L'humiliation était si intense que j'ai eu la nausée. Je n'étais plus une personne, j'étais une situation à gérer. Il a posé son verre et s'est approché, s'arrêtant à une distance respectueuse mais intimidante. Marc Fournier. Ancien policier, renvoyé pour usage excessif de la force. Une plainte pour violence conjugale classée sans suite. Une obsession qui vous a coûté 3 emplois avant celui-ci. Il vit à 3 rues de chez vous. Il a une clé de votre immeuble, obtenue en intimidant le concierge. Il vous observe. Il récitait ses faits d'une voix neutre, mais je pouvais voir une tension dans sa mâchoire, un durcissement de son regard. Ce n'était pas de la pitié que je voyais dans ses yeux, mais autre chose. Une sorte de dégoût glacial, une fureur contenue dirigée non pas vers moi, mais vers la situation, vers l'homme qui en était la cause. « Ce genre d'homme, a-t-il continué, sa voix baissant d'un ton, devenant plus grave, plus dangereuse. Je ne les tolère pas. Il pollue le monde. » C'était la première fois que je percevais une fissure dans son armure de contrôle absolu, une brève lueur de son code moral, aussi impitoyable que la justice qu'il devait rendre dans son propre univers. Il comprenait la nature du monstre qui me chassait, et cette compréhension était, à sa manière, plus terrifiante que l'ignorance de tous les autres. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti machinalement. Un message de ma propriétaire. « Elara, le virement du loyer n'est toujours pas arrivé. Si je n'ai rien d'ici demain soir, je devrais commencer la procédure. »
Juste en dessous, une notification de la pharmacie pour le renouvellement des médicaments de Sophia, un montant que je savais ne plus pouvoir payer. La réalité m'a frappée avec la force d'un coup de poing. J'avais perdu mon travail, ma seule source de revenus. Dans 48 heures, je serais à la rue et ma sœur n'aurait plus son traitement vital. Les murs de cet appartement luxueux semblaient se refermer sur moi, m'étouffant. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à brouiller ma vue. Je me suis appuyée contre le mur froid, mes jambes flageolant. Toute ma fierté, toute ma volonté de me battre seule s'est effondrée face à l'évidence brutale de mon échec. J'étais vaincue. Dante est resté silencieux, me laissant m'effondrer sans un mot de réconfort, observant simplement la chute de mes dernières défenses. Il n'intervenait pas, il attendait le moment où je n'aurais plus aucune force pour résister à ce qu'il allait proposer. C'est alors qu'il a parlé, sa voix redevenant celle d'un homme d'affaires concluant un marché. « Je vous propose un arrangement, mademoiselle Moreau. Un contrat. » Il s'est écarté, retournant vers son bureau où il a pris une fine chemise en carton. J'ai besoin d'une assistante personnelle pour gérer la façade légale de mes entreprises. Organisation de mon agenda, gestion de la correspondance, coordination de certains événements pour mes hôtels et restaurants. C'est un travail exigeant, une discrétion absolue et une disponibilité totale. Il a posé la chemise sur une table basse entre nous. Le salaire est de 5 000 € par mois, net. Un appartement de fonction est fourni, sécurisé, dans cet immeuble. Mon souffle s'est coupé. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé, une solution à tous mes problèmes matériels. Mais le prix était évident. C'était une cage dorée. Il n'offrait pas de l'aide, il m'achetait. Il me retirait du monde pour me placer dans le sien, sous son contrôle total, où il pourrait me surveiller aussi facilement que Marc l'avait fait, mais avec des moyens infiniment plus grands. La protection qu'il offrait ressemblait étrangement à une nouvelle forme de possession. Mon indépendance était la seule chose de valeur qu'il me restait, et je m'y suis accrochée avec la force du désespoir. « Non !» ai-je soufflé, le mot à peine audible. Puis, plus fort, en le regardant droit dans les yeux, « Non, je ne suis pas à vendre, monsieur Moretti. Je ne veux pas de votre argent ni de votre protection. Je me débrouillerai seule. » Une lueur de surprise, peut-être même de respect, a traversé son regard. Il s'attendait probablement à une acceptation immédiate et reconnaissante. Ma résistance semblait l'intriguer. « Vous pensez que c'est une question de fierté ?» a-t-il demandé, sans aucune trace d'ironie. « Votre fierté paiera-t-elle les médicaments de votre sœur? Empêchera-t-elle Marc Fournier de forcer votre porte un soir où personne ne répondra à vos appels ? J'ai vu des femmes comme vous, fortes, indépendantes. J'ai aussi vu ce que des hommes comme lui leur font quand elles sont seules. » Ces mots étaient cruels, mais ils étaient vrais. Ils démantelaient mes défenses une par une, utilisant la vérité comme une arme. Il ne cherchait pas à me séduire ou à me contraindre par la force, mais à me pousser à accepter l'inévitable logique de ma situation désespérée. Il me montrait le précipice et me disait que sa main était la seule chose qui m'empêcherait de tomber. Il a fait un pas de plus vers moi, son ombre me recouvrant presque. Sa voix est devenue plus basse, presque confidentielle, chargée d'une intensité qui m'a fait frissonner. Ce n'est pas de la charité, Elara, c'est un investissement. J'investis dans quelqu'un qui a eu le courage de me regarder dans les yeux et de me menacer dans mon propre restaurant. Ce courage, je peux l'utiliser. Ce que je vous offre, ce n'est pas une prison, c'est une forteresse, un endroit d'où vous pourrez vous reconstruire sans avoir à regarder par-dessus votre épaule toutes les 5 minutes. Il a marqué une pause, son regard s'assombrissant. Quant à Marc Fournier, il a enfreint une règle fondamentale. On ne s'en prend pas à une femme sans défense. Les hommes de son espèce sont une erreur que mon monde a pour habitude de corriger. Laissez-moi le corriger. Il ne parlait plus d'un contrat de travail, il parlait de vengeance, d'une justice sombre et définitive que le système m'avait refusée. Il me demandait de lui donner la permission de déchaîner l'enfer sur l'homme qui avait fait de ma vie un enfer. Et dans ses yeux, j'ai vu la promesse qu'il en serait ravi. Je suis restée là, pétrifiée, le cœur battant à tout rompre. D'un côté, la liberté précaire et la terreur constante que m'offrait ma vie actuelle. De l'autre, la sécurité d'une cage dorée sous l'aile d'un homme dont la violence était simplement mieux contrôlée, plus ciblée. J'ai pensé à Sophia, à son rire fragile, à la peur dans ses yeux chaque fois que je rentrais tard. Je l'avais protégée de la vérité sur Marc, mais je ne pouvais plus la protéger des conséquences de ma situation. Le choix n'en était plus un. C'était une capitulation. J'ai regardé la vue panoramique, les lumières de la ville, qui semblaient si lointaines, si indifférentes à mon sort.
Puis j'ai reporté mon regard sur lui, l'homme qui tenait mon avenir et ma sécurité entre ses mains puissantes. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ma décision m'écraser. Les mots sont sortis de ma bouche dans un murmure rauque, un son brisé qui scellait mon destin. D'accord. Un simple mot qui a changé ma vie pour toujours, me faisant basculer définitivement de mon monde vers le sien. Un monde de ténèbres et de pouvoir où pour la première fois, je n'étais peut-être plus une proie. Dès le lendemain, ma vie a basculé dans une réalité parallèle. L'appartement qu'il m'a assigné se situait 2 étages en dessous de son penthouse, relié par un escalier de service privé. C'était un espace immense, magnifique et glacial, décoré avec un minimalisme si parfait qu'il semblait inhabité. Chaque meuble était une œuvre d'art, chaque surface brillait, mais il n'y avait aucune chaleur, aucune âme. C'était le contraire absolu de mon petit studio chaotique et familier. Léo m'a fait faire le tour, me tendant un téléphone crypté et un badge d'accès. Les règles étaient simples et non négociables. Ne jamais parler de mon travail à l'extérieur, suivre à la lettre les protocoles de sécurité et surtout faire preuve d'une discrétion absolue. J'étais passée du statut de serveuse invisible à celui d'assistante personnelle sous haute surveillance. Le soulagement de savoir Sophia en sécurité, son traitement garanti, se heurtait violemment au sentiment d'être une prisonnière dans une cage dorée. Le soir, j'ai aperçu Dante traverser le salon. Il ne m'a pas adressé la parole, mais son regard s'est attardé sur moi 1 seconde de trop, un regard qui me rappelait que, malgré tout ce luxe, je lui appartenais désormais. Mon premier jour de travail fut une immersion brutale dans son univers. Dante m'a convoqué dans son bureau, un espace intimidant surplombant la ville où même le silence semblait lourd de secrets. Il m'a tendu une tablette. Mon agenda pour les 3 prochaines semaines. Vous organisez tout. Les yeux, les transports, les réservations. Tout doit être fluide, invisible. Je parcourais la liste. Des noms que je ne reconnaissais pas, des acronymes, des rendez-vous dans des hôtels discrets ou des entrepôts désaffectés à la périphérie de la ville. C'était la façade légale, mais les fissures laissaient entrevoir la réalité bien plus sombre. Poussée par une impulsion que je n'ai pu réprimer, j'ai pointé une ligne. Entretien avec MK à 2h du matin dans le 13e. C'est un quartier industriel. Quel type de restaurant est ouvert à cette heure ? Un froid polaire s'est abattu sur la pièce. Il a levé les yeux de ses dossiers, son regard noir me transperçant. Vous n'avez pas besoin de savoir, mademoiselle Moreau. Vous avez juste besoin d'exécuter. Votre travail est de gérer la logistique, pas de comprendre la stratégie. Le message était clair. J'étais un rouage, pas une confidente. Ce premier affrontement a défini les contours de notre relation, ma tendance à défier les limites et son besoin viscéral de contrôle absolu. Quelques jours plus tard, alors que je m'habituais à cette nouvelle routine étrange et solitaire, la solitude a commencé à me peser. Je passais mes soirées dans mon appartement impersonnel à regarder des photos de Sophia sur mon téléphone, me demandant si j'avais fait le bon choix. J'étais sur le point de l'appeler quand on a frappé à la porte. C'était Dante. Il se tenait là, dans l'encadrement, sa présence imposante remplissant tout l'espace. Il ne portait pas son costume habituel, mais un simple pull sombre qui le rendait à la fois plus accessible et plus menaçant. Sans un mot, il m'a tendu une chemise cartonnée. Je l'ai ouverte, confuse. À l'intérieur, il n'y avait pas de document de travail, mais un dossier médical complet au nom de Sophia. Un rendez-vous était fixé pour la semaine suivante avec le professeur Lemoine, le plus grand spécialiste en néphrologie pédiatrique d'Europe. Tous les frais étaient déjà réglés. J'ai relevé la tête, les larmes aux yeux, incapable de parler. Elle sera en sécurité, a-t-il simplement dit d'une voix grave avant de tourner les talons et de disparaître. Ce geste, d'une générosité écrasante, était aussi une chaîne de plus, me liant à lui par une dette bien plus profonde que l'argent. La protection qu'il m'offrait avait un revers, une face sombre que je n'ai pas tardé à découvrir. Un matin, Léo m'a intercepté dans le couloir. Son visage, d'ordinaire impassible, était plus dur que jamais. « Il faut qu'on parle sécurité », a-t-il commencé, me guidant vers un petit salon privé. Il m'a expliqué que ma présence n'était pas passée inaperçue. Une famille rivale, les Ricci, posait des questions. « Ils sont curieux », a dit Léo, ses yeux me fixant comme pour évaluer ma réaction. « Ils veulent savoir qui est la nouvelle femme dans la vie du patron. » Ces mots, « la nouvelle femme », ont provoqué un frisson désagréable le long de mon échine.
Je n'étais pas une employée, une assistante. Dans leur monde, j'étais devenue un objet, un symbole, une potentielle faiblesse. Le sanctuaire que Dante m'avait promis se transformait en projecteur, m'exposant à une nouvelle catégorie de prédateurs, des hommes pour qui la vie humaine n'était qu'une variable dans leurs équations de pouvoir. Je n'étais plus seulement la cible d'un homme obsédé, j'étais devenue une pièce sur un échiquier mortel, et je ne connaissais même pas les règles du jeu. Ma nature rebelle ne pouvait rester endormie bien longtemps. Un soir, j'ai entendu des éclats de voix provenant du penthouse de Dante. C'était inhabituel, son monde était fait de murmures et de menaces voilées, pas de cris. L'ordre de Léo était de rester dans mon appartement quoi qu'il arrive, mais l'inquiétude, ou peut-être une forme de défi, a pris le dessus. J'ai préparé un plateau avec du café et de l'eau, un prétexte parfait, et j'ai monté l'escalier de service. La porte du bureau était entr'ouverte. Dante était face à 3 hommes au visage fermé, sa colère palpable malgré son immobilité. Quand je suis entrée, un silence de mort s'est abattu. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le visage de Dante s'est durci comme de la pierre. D'un geste sec de la tête, il m'a congédiée. Plus tard, il est venu dans mon appartement. Sa voix était basse, contrôlée, mais vibrante d'une fureur glaciale. « Ne refaites jamais ça. Jamais. Votre curiosité pourrait vous coûter la vie, et la mienne. » J'ai redressé le menton, refusant de me laisser intimider. « Je ne suis pas une poupée que vous pouvez enfermer dans une boîte en attendant d'avoir besoin de moi. » La tension entre nous était électrique, un mélange dangereux de défi, de colère et d'une étincelle indéniable que ni lui ni moi ne savions comment nommer. Le lendemain, pour apaiser la tension, ou peut-être pour me tester, Dante m'a autorisé à sortir faire quelques courses, accompagné d'un de ses gardes du corps, un homme silencieux nommé Serge. La brève illusion de normalité a été agréable, mais elle a volé en éclats à mon retour. Un magnifique bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de Sophia, m'attendait à la réception. Il n'y avait pas de carte. Mon cœur s'est serré, pensant que c'était peut-être un geste de paix de la part de Dante. Plus tard, je l'ai croisé et l'ai remercié maladroitement. Son expression a changé instantanément, passant de la neutralité à une alerte glaciale. « Ce n'est pas de moi », a-t-il dit, sa voix devenant dure comme de l'acier. Il a immédiatement sorti son téléphone crypté et a appelé Léo. On a une brèche. La vérité m'a frappé comme un coup de poing. Les fleurs n'étaient pas un cadeau, c'était un message. Quelqu'un à l'extérieur savait pour moi, et pire encore, il connaissait des détails intimes sur ma vie, sur ma sœur. Marc était peut-être hors de ma vie, mais je venais de comprendre que j'étais entrée dans un monde où les monstres étaient bien plus puissants et bien plus organisés. La peur, familière et écrasante, est revenue en force. L'incident des fleurs a déclenché une vague de paranoïa dans la forteresse de Dante. Il était furieux, non pas contre moi, mais contre l'échec de son système. Pendant des heures, Léo et son équipe ont disséqué les enregistrements de surveillance de tout l'immeuble. Ils ont fini par trouver une faille. Le livreur avait utilisé une fausse accréditation et était passé par un point de contrôle secondaire dont la sécurité avait été momentanément relâchée. Léo est venu nous faire son rapport dans le bureau de Dante et pour la première fois, on m'a demandé de rester. Cela n'a pu se faire qu'avec une aide interne, a déclaré Léo, son regard balayant la pièce comme s'il s'attendait à voir le traître se dénoncer. Quelqu'un a parlé, patron, quelqu'un qui connaît nos protocoles. L'air est devenu lourd, irrespirable. Chaque visage amical que j'avais croisé, chaque garde du corps qui m'avait salué était désormais un suspect potentiel. J'ai compris que le monde de Dante n'était pas un monolithe de loyauté. C'était un écosystème fragile, bâti sur des alliances précaires et miné par des trahisons silencieuses. J'avais fui un loup solitaire pour me jeter dans une meute où chaque membre pouvait se retourner contre son chef et j'étais la proie parfaite à utiliser pour l'atteindre. La provocation des Ricci ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours après l'incident des fleurs, une cargaison importante appartenant à l'une des sociétés de façade de Dante a été détournée dans le port du Havre. C'était une perte financière, mais surtout une déclaration de guerre, une humiliation publique. Léo était tendu, expliquant que les Ricci testaient les limites, cherchant à voir si l'attention que Dante me portait l'avait rendu vulnérable, distrait. J'ai surpris une conversation houleuse entre eux tard dans la nuit. « Elle est une complication que nous ne pouvons pas nous permettre », a sifflé Léo. La réponse de Dante a été tranchante, sans appel. Elle est le prétexte, pas la cause. Il cherchait une faiblesse à exploiter depuis des mois. Il pense l'avoir trouvée. Il se trompe.
Bien qu'il m'ait défendu, la culpabilité me rongeait. Je n'étais pas seulement une protégée, j'étais devenue un fardeau, un catalyseur pour une violence qui menaçait de tout emporter. Je voyais le poids sur ses épaules, la fureur contenue dans ses poings serrés, et je savais que pour me protéger, il était prêt à déchaîner une guerre qui ferait des victimes. Le point de non-retour a été atteint une semaine plus tard. J'allais rendre visite à Sofia dans la nouvelle clinique privée, un établissement ultra-moderne niché dans un quartier tranquille de Saint-Germain-en-Laye. Serge, mon garde du corps habituel, me conduisait. Alors que nous traversions une rue bordée d'arbres, une camionnette noire a surgi d'une intersection et nous a percutés violemment sur le côté. Le choc a été assourdissant. Ma tête a heurté la vitre et pendant une seconde, tout est devenu flou. Serge est affalé sur le volant, inconscient. À travers le pare-brise étoilé, j'ai vu 2 silhouettes massives sortir de la camionnette et se diriger droit vers ma portière. La panique pure, glaciale, m'a saisi à la gorge. Ils allaient me prendre. Au moment où l'un d'eux a attrapé la poignée, une berline noire, identique à la nôtre, a dérapé pour se placer en travers de la route. Léo en a bondi, une arme à la main, suivi par un autre homme. Des coups de feu ont claqué, brefs et brutaux. En quelques secondes, tout était fini. Léo a ouvert ma portière, m'a extirpé de ma voiture et m'a poussé à l'arrière de la sienne. Lorsque nous démarrions en trombe, je l'ai entendu parler dans son téléphone. Sa voix grave et sans émotion. « Ils l'ont tu, Dante. On l'a récupéré. C'était un message pour vous. » Le retour au penthouse fut un cauchemar silencieux, une ascension vers un ciel de verre et d'acier alors que l'enfer venait de se déchaîner en bas. J'étais assise dans la voiture de Léo, le corps tremblant d'une secousse incontrôlable, l'odeur âcre de la poudre et du métal tordu encore dans mes narines. Léo n'a pas dit un mot, son visage un masque de granit alors qu'il naviguait dans la circulation avec une efficacité terrifiante. Quand les portes de l'ascenseur privé se sont ouvertes, Dante nous attendait. Il n'était pas dans son bureau, ni dans le salon. Il se tenait là, au milieu du hall d'entrée, immobile, comme s'il avait senti le danger à des kilomètres. Son regard a balayé mon visage, s'attardant sur la petite coupure à ma tempe causée par le verre brisé, puis il s'est posé sur Léo, attendant un rapport qui n'avait pas besoin d'être verbalisé. Je n'ai jamais vu une telle fureur dans des yeux humains. Ce n'était pas une colère chaude et explosive, mais un glacier en mouvement, une force froide, implacable et destructrice. Il a fait un pas vers moi, et pour la première fois, j'ai eu peur non pas de ce que ses ennemis pouvaient me faire, mais de ce que lui allait leur faire en retour. Il a congédié Léo d'un simple geste de la tête et m'a guidée vers le salon, sa main posée fermement mais sans brutalité dans le creux de mon dos. C'était un contact étrange, à la fois un acte de protection et de possession. Il m'a fait asseoir sur un canapé en cuir dont la fraîcheur contrastait avec la fièvre de mon corps, puis il a disparu pour revenir avec une trousse de premier secours. Sans un mot, il s'est agenouillé devant moi et a commencé à nettoyer la coupure sur ma tempe avec une délicatesse qui démontait la puissance contenue dans ses mains. Ses doigts effleuraient ma peau, précis et étonnamment doux. Le silence était assourdissant, rompu seulement par ma respiration saccadée. J'ai levé les yeux vers lui, cherchant une explication, une parole, n'importe quoi. Son regard était sombre, concentré sur sa tâche. « Ça va aller », a-t-il murmuré, sa voix plus rauque que d'habitude. Il n'aurait pas dû vous toucher. Puis il a ajouté, presque pour lui-même, une phrase qui a glacé mon sang et paradoxalement m'a fait me sentir plus en sécurité que jamais. Je ne perds personne, plus jamais. C'était la première fissure dans son armure, une brève et douloureuse lueur sur une blessure passée qui dictait sa fureur présente. La nuit qui a suivi a été longue et blanche. Le calme du penthouse semblait artificiel, comme le silence avant une tempête dévastatrice. J'ai surpris une conversation tendue entre Dante et Léo dans le bureau. Les mots, traîtres, des fuites d'informations revenaient sans cesse. L'attaque n'était pas le fruit du hasard, elle avait été planifiée avec une précision chirurgicale. Les Ricci savaient où je serais et quand. Quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un en qui Dante avait confiance, les avait informés. La culpabilité m'a submergée, une vague nauséabonde. J'étais le point de pression, la faiblesse qu'ils exploitaient pour l'atteindre. J'ai repensé aux mots de Léo, une complication que nous ne pouvons pas nous permettre. Il avait raison, ma présence dans ce monde mettait tout le monde en danger, y compris l'homme qui avait juré de me protéger. J'ai envisagé de partir, de disparaître au milieu de la nuit, de retourner à ma vie de peur solitaire, juste pour le libérer de ce fardeau. Mais je savais que c'était inutile. Les Ricci me trouveraient, ou pire, Marc le ferait. J'étais piégée, non plus seulement par un harceleur, mais par une guerre des gangs dont j'étais devenue, malgré moi, l'épicentre.
Incapable de dormir, j'ai erré dans l'appartement silencieux, et je l'ai trouvé sur la terrasse, seul, regardant les lumières de la ville s'étendre à ses pieds comme un tapis d'étoiles. Le vent de la nuit agitait légèrement ses cheveux sombres. Il ne semblait pas m'avoir entendu approcher, perdu dans ses pensées. Il ressemblait moins à un parrain redoutable qu'un homme écrasé par le poids de son royaume. Je suis restée à distance, ne voulant pas l'interrompre, mais il se retourna comme s'il avait senti ma présence. « Vous ne dormez pas », a-t-il constaté, ce n'était pas une question. J'ai secoué la tête. « Je suis désolée », ai-je murmuré, les mots sortant tout seuls. Pour tout ça, pour être un problème. Il s'est approché de moi, son regard intense me scrutant dans la pénombre. « Vous n'êtes pas le problème, Elara, vous êtes la raison pour laquelle je vais nettoyer cette ville de sa vermine. » Il y avait une finalité dans sa voix qui ne laissait aucune place au doute. Nous sommes restés là, côte à côte, dans un silence qui n'était plus inconfortable, mais rempli d'une compréhension tacite. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme sa prisonnière ou son employée, mais comme une alliée dans sa guerre solitaire. La riposte des Ricci ne s'est pas fait attendre. Le lendemain matin, la nouvelle est tombée comme un coup près. L'un des entrepôts principaux de Dante, une plaque tournante pour ses opérations logistiques légales, avait été incendié pendant la nuit. C'était une perte de plusieurs millions d'euros, mais plus que l'argent, c'était une démonstration de force, un message clair. Léo a fait son rapport dans le bureau, le visage fermé. Il ne se cache même plus, c'est une déclaration de guerre ouverte. Ils veulent vous pousser à la faute, vous faire sortir du bois. Dante est resté silencieux pendant un long moment, le dos tourné, contemplant la ville. Quand il s'est retourné, son visage était dépourvu de toute émotion. Il était redevenu le chef de clan, le stratège impitoyable. « Très bien », a-t-il dit d'une voix calme et glaciale qui m'a fait frissonner. « Ils veulent la guerre, ils l'auront, mais nous n'allons pas jouer selon leurs règles, nous allons changer le jeu. » Il m'a regardé, et son regard disait que j'étais désormais une partie intégrante de ce jeu, que je le veuille ou non. La peur était toujours là, mais elle était mêlée à une étrange fascination pour cet homme capable de transformer une attaque dévastatrice en une simple manœuvre sur un échiquier mortel. Plus tard dans la journée, je l'ai trouvé dans une pièce que je n'avais jamais vue, une sorte de salle de sport privée qui servait aussi d'armurerie. Torse nu, il enroulait une bande de tissu autour de ses poignets, se préparant à frapper un lourd sac de sable. Son dos et ses épaules étaient un paysage de cicatrices anciennes, des lignes blanches qui racontaient des histoires de violence et de survie. Une cicatrice en particulier, une longue entaille fine près de son omoplate, a attiré mon attention. Sans réfléchir, j'ai demandé « Comment ?» Il s'est arrêté, son regard se perdant un instant dans le passé. « Une erreur de jeunesse », a-t-il dit d'une voix neutre. « J'ai cru qu'un accord verbal suffisait pour garantir la sécurité de ma famille. J'avais tort. » Il n'a pas mentionné sa sœur, mais je savais qu'il parlait d'elle. Encouragé par cette rare ouverture, je lui ai parlé d'une chose que je n'avais jamais dite à personne, pas même à la police. Je lui ai raconté comment Marc, pour me punir, n'utilisait pas ses poings, mais des mots, comment il décrivait en détail ce qu'il ferait à Sofia si je le quittais. Nous étions deux survivants, marqués de manière différente par l'échec à protéger ceux que nous aimions, trouvant un étrange réconfort dans la reconnaissance de nos cicatrices mutuelles. Le point de bascule est arrivé cette nuit-là. Une alarme stridente a retenti dans tout le penthouse, une lumière rouge clignotant dans les couloirs. Avant même que j'aie pu réagir, Dante a fait irruption dans ma chambre. Il m'a attrapé par le bras et m'a entraîné sans un mot vers son bureau. D'une pression sur un panneau mural dissimulé, une porte blindée s'est ouverte, révélant une panic room exiguë. Il m'a poussé à l'intérieur et s'est placé devant moi, son corps formant un bouclier entre moi et le monde extérieur. Nous étions piégés dans cet espace confiné, nos respirations se mêlant dans l'air raréfié. L'adrénaline battait dans mes veines. C'était une fausse alerte, un test de Léo, mais nous ne le savions pas encore. Dans cette proximité forcée, la tension entre nous est devenue électrique, presque insupportable. Il a posé ses mains sur les murs de chaque côté de ma tête, me bloquant. Son visage était à quelques centimètres du mien, ses yeux sombres plongeant dans les miens. « Ils sont venus pour vous, Elara », a-t-il soufflé, sa voix un grondement sourd. C'était leur dernière erreur. Vous n'êtes pas une complication, vous êtes à moi. Et tout ce qui est à moi, je le protège jusqu'à la mort. Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais un serment de sang, un vœu de possession absolue qui, dans son monde, était la chose la plus proche d'une promesse éternelle.
À cet instant précis, alors que je me perdais dans l'intensité de son regard, son téléphone crypté a vibré sur sa ceinture. Le son a brisé le sortilège. Il a décroché, son expression se durcissant à chaque seconde. C'était Léo. L'alarme était bien un test, mais ce n'était pas la raison de son appel. Son visage, déjà tendu, est devenu un masque de marbre glacial. Il a raccroché et m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux une fureur si pure et si froide qu'elle a éclipsé tout ce que j'avais vu auparavant. Les Ritchie, a-t-il dit, chaque mot tombant comme une plaque de glace. Ils ne peuvent pas vous atteindre ici, alors ils ont trouvé un autre moyen. Il a marqué une pause, et la suite de sa phrase a fait s'arrêter mon cœur. Ils ont envoyé des fleurs à la clinique de Sofia, un bouquet de lys blanc, avec une carte qui disait « Prompt rétablissement, nous pensons très fort à elle ». Le message était clair, une menace voilée d'une cruauté indisible. Ils avaient franchi la seule ligne que Dante ne pardonnerait jamais. Ils avaient utilisé l'innocence de ma sœur pour l'atteindre, transformant notre lien naissant en une arme pointée sur le cœur de tout ce que je cherchais à protéger. La fureur de Dante n'a pas explosé en crise ou en menace. C'était bien pire. C'était un froid polaire, un silence calculé qui a envahi le penthouse et semblait geler l'air dans mes poumons. Il a passé une série d'appels sur son téléphone crypté, son voix basse et monocorde distillant des ordres d'une précision chirurgicale et d'une cruauté absolue. Chaque mot était une sentence de mort. Il n'a pas dit « effrayez-les » ou « envoyez un message », il a dit « déracinez-les ». Il a nommé des lieux, des entreprises, des hommes. Je les regardais, le visage pâle, comprenant que j'avais déclenché une avalanche de violence qui allait balayer la ville. Chaque particule de protection qu'il m'avait offerte se transformait en une arme de destruction massive pointée sur ses rivaux. Et la justification, la cause première de ce déchaînement, c'était moi, c'était Sofia. La culpabilité m'a frappée avec la force d'un coup de poing. Je n'étais pas une victime qu'il protégeait, j'étais la torche qui venait de mettre le feu à son monde. Et dans les flammes, je savais que des innocents, bien plus que les Ritchie, allaient être brûlés vifs. La riposte des Ritchie fut aussi rapide qu'inattendue. Alors que les hommes de Dante se concentraient sur les cibles qu'il avait désignées, démantelant méthodiquement l'empire rival, ils ont laissé une ouverture, une seule. Les Ritchie n'ont pas visé les affaires, ni même Dante lui-même. Ils ont frappé là où la douleur serait la plus intime, la plus insupportable. Ils ont tendu une embuscade à Léo. Il était seul, revenant d'une mission de reconnaissance que Dante lui avait personnellement confiée. La nouvelle est arrivée par un appel crépitant, une voix paniquée à l'autre bout du fil. Léo était à l'hôpital, dans un état critique. Le silence qui a suivi dans le bureau de Dante était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. J'ai vu son visage se décomposer, le masque de contrôle se fissurer pour révéler une angoisse brute, un désespoir que je ne lui aurais jamais cru possible. Léo n'était pas son bras droit, il était le dernier vestige de sa famille, son ancre dans un monde de solitude. Et à cause de moi, cette ancre venait d'être arrachée, le laissant dériver dans une mer de fureur et de culpabilité. Nous nous sommes retrouvés dans le silence stérile d'une chambre de clinique privée, Léo gisant inconscient, branché à un enchevêtrement de machines qui respiraient pour lui. Dante était assis à son chevet, immobile, son regard fixé sur le visage pâle de son ami. La culpabilité me rongeait à un point tel que j'ai dû parler, m'excuser, même si les mots semblaient futiles. C'est alors qu'il a parlé, sa voix rauque brisant le silence. Il m'a raconté comment le père de Léo était mort en protégeant le sien, des années auparavant. Comment, sur la tombe de son propre père, il avait juré de veiller sur Léo comme sur un frère. Puis, pour la première fois, il a prononcé son nom. Ma sœur, Isabella. J'ai aussi juré de la protéger. Et j'ai échoué. Ces mots flottaient dans l'air, lourdes d'une douleur vieille de 10 ans. Il ne me regardait pas, mais je savais qu'il me livrait la clé de son âme, la source de sa rage protectrice. Mais au lieu de nous rapprocher, cette confession a creusé un fossé abyssal entre nous. Je n'étais pas une seconde chance, j'étais la répétition de sa plus grande tragédie, la preuve vivante de son échec à protéger ceux qu'il aimait. En rentrant seul au penthouse cette nuit-là, chaque objet de luxe, chaque baie vitrée donnant sur la ville scintillante me semblait être une accusation. Cet endroit n'était plus un refuge, c'était la scène d'un crime dont j'étais l'instigatrice involontaire. J'ai repensé aux avertissements de Léo, à sa méfiance initiale. Il avait eu raison depuis le début. J'étais la faiblesse, la faille dans l'armure de Dante. Mes problèmes, mon passé, ma simple existence avaient attiré une meute de loups à sa porte.
Il ne s'attaquait pas à son empire, il s'attaquait à son humanité naissante, celle que ma présence avait réveillée. Chaque geste de protection de sa part était une provocation pour eux. Chaque pas vers moi l'éloignait de la sécurité de sa forteresse de glace. J'étais le poison. Pour le sauver, pour sauver ce qui pouvait encore l'être, pour empêcher que d'autres, comme Léo, ne payent le prix de sa loyauté envers moi, il n'y avait qu'une seule solution. Je devais disparaître. Je devais m'arracher de sa vie, même si cela signifiait retourner dans l'enfer d'où il m'avait tiré. La vérité sur la trahison est tombée le lendemain, froide et brutale. Ce n'était pas un homme des Ricci qui avait donné la position de Léo. C'était Serge, le garde du corps qui m'avait été assigné, celui qui avait été blessé lors de la première attaque. Les Ricci avaient menacé sa famille, sa petite-fille. Il avait cédé. Dante l'a confronté dans un des parkings souterrains de l'immeuble. Je n'étais pas censée être là, mais j'ai tout vu depuis une porte de service entr'ouverte. Il n'y a pas eu de cri, juste la voix glaciale de Dante posant des questions et les sanglots brisés de Serge avouant tout. Puis, Dante a fait un signe de tête à l'un de ses hommes. Un seul bruit sec a résonné dans le béton. C'était fini. Justice avait été rendue, dans son monde. Mais ce que j'ai vu, ce n'était pas de la justice. C'était la fin d'un homme brisé, une vie effacée pour une erreur commise sous la contrainte. J'ai compris à cet instant que je ne pourrais jamais vivre dans ce monde, un monde où la peur et la loyauté menaient inévitablement à la mort. Le fossé entre nous était devenu inenfranchissable. Cette nuit-là, pendant que Dante était encore absent, occupé à effacer les traces de sa justice expéditive, j'ai agi. J'ai rassemblé les quelques affaires personnelles que j'avais apportées en arrivant, laissant derrière moi les vêtements, les cadeaux, tout ce qui appartenait à cette nouvelle vie. Sur la table basse du salon, j'ai posé le téléphone crypté, le badge d'accès et une simple feuille de papier. Les mots étaient difficiles à écrire, chaque lettre traçant une ligne définitive sur notre histoire. Vous m'avez protégé de mon monstre, mais je ne peux pas vous laisser devenir le mien. Pour que vous puissiez protéger les vôtres, vous devez être libre de moi. Adieu, Dante. Je n'ai pas signé. J'ai profité du changement de garde. Un moment de flottement dans la surveillance parfaite de l'immeuble et je me suis glissée de l'or. L'air froid de la nuit parisienne m'a frappé au visage, un rappel brutal de la liberté et de la solitude. Je suis redevenue un fantôme, une silhouette anonyme se fondant dans la foule, n'ayant nulle part où aller, mais sachant que je ne pouvais plus jamais revenir en arrière. Quand Dante est rentré, le silence du penthouse a dû lui crier mon absence. Il a trouvé la table vide, à l'exception des objets que j'avais laissés et de la note, une petite tache blanche dans l'immensité sombre de son salon. Je l'imagine la lire, son visage impénétrable ne trahissant rien, puis s'approcher de la baie vitrée, contemplant son royaume de lumière. Mais cette fois, la ville à ses pieds n'était plus un symbole de son pouvoir, mais le témoignage de sa défaite la plus cuisante. Il avait éliminé toutes les menaces extérieures, puni le traître, fortifié ses murs, mais il n'avait pas réussi à me garder. Il n'avait pas pu me protéger de la seule chose qui comptait vraiment, la noirceur de son propre monde. Nous étions désormais séparés, chacun dans sa propre prison. Lui, dans sa tour d'ivoire vide, moi, dans les rues d'une ville où mes anciens et nouveaux démons étaient libres de me chasser. Tout ce que nous avions construit, cette fragile confiance, cet espoir ténu d'un refuge, s'était effondré, ne laissant que des ruines et la certitude que le pire était encore à venir. Mes premiers jours de liberté ressemblaient étrangement à une agonie. J'ai trouvé refuge dans un hôtel miteux près de la gare de l'Est, payant en espèces pour ne laisser aucune trace. Chaque sirène dans la rue, chaque ombre dans un couloir me faisait sursauter, mon esprit partagé entre la peur de Marc et celle des Ricci. Le silence de la petite chambre était assourdissant, un contraste brutal avec le luxe feutré du penthouse de Dante. J'avais fui pour le protéger, pour briser le cycle de violence que ma présence semblait catalyser, mais la solitude était un poison lent. J'ai passé des heures à regarder une photo de Sophia sur mon téléphone, le cœur serré par le sacrifice. J'avais renoncé à la sécurité pour une indépendance qui me laissait plus vulnérable que jamais. Mais au milieu de la peur, une nouvelle détermination a pris racine. Je n'étais pas une demoiselle en détresse attendant d'être sauvée ou oubliée. J'avais été une pièce sur leur échiquier, mais j'avais vu le jeu de près. Je me suis juré que si je devais tomber, ce ne serait pas en me cachant dans un trou à rats, mais en essayant, par mes propres moyens, de démanteler la menace qui pesait sur nous tous. Loin de moi, Dante ne réagissait pas par la douleur, mais par une fureur froide et méthodique.
L'appartement vide, ma note posée comme un acte d'accusation sur la table, n'avait pas brisé son esprit, mais l'avait aiguisé. Il a transformé sa peine en stratégie, mobilisant chaque ressource de son empire, non pas pour me retrouver, mais pour anéantir la cause de ma fuite. Il a disséqué les opérations des Ricci avec une précision chirurgicale, identifiant leurs failles, leurs partenaires, leurs routes de contrebande. Il a compris que leur attaque contre Léo et leur menace contre Sofia n'étaient pas de simples provocations, mais des actes de désespoir d'une organisation en déclin. Il a utilisé ses contacts dans les hautes sphères de la finance et de la politique pour geler leurs avoirs légaux, étranglant leur flux de trésorerie. Chaque information recueillie, chaque trahison exploitée, chaque coup porté à leur empire n'était pas seulement un acte de guerre, c'était un message silencieux qui me était destiné. Une promesse gravée dans la ruine de ses ennemis qu'il n'abandonnerait jamais le combat, même si j'avais abandonné sa protection. Il démolissait leur monde pour prouver que le sien était le seul refuge possible. Mon propre plan était bien plus modeste, mais tout aussi désespéré. Je me suis souvenu d'une conversation que j'avais surprise entre deux hommes des Ricci au restaurant, mentionnant des livraisons hebdomadaires à un entrepôt spécifique, des docks du Havre, un lieu en dehors de leur territoire habituel, utilisé pour des transactions discrètes. C'était une piste infime, une folie, mais c'était la seule que j'avais. J'ai pris un train, le cœur battant, me sentant à la fois stupide et investi d'une mission. J'ai passé 2 jours à observer l'entrepôt depuis un café voisin, notant les allées et venues. J'ai fini par repérer l'homme qui avait mené l'attaque contre moi. Mon but était simple, obtenir une preuve photographique, quelque chose de concret à donner à une autorité en qui je ne croyais plus. Mais mon inexpérience m'a trahi. Alors que je tentais de prendre une photo avec mon téléphone, un reflet sur une vitre a attiré leur attention. En quelques secondes, j'étais encerclée. La poigne de fer qui s'est refermée sur mon bras était brutalement familière. « Tiens, tiens » a sifflé l'homme, avec un sourire cruel. On dirait que le petit oiseau est sorti de sa cage. Marco va être ravi de ce cadeau inattendu. J'ai été jetée à l'arrière d'une fourgonnette, puis traînée dans l'entrepôt froid et humide qui sentait le poisson et le métal rouillé. Attachée à une chaise, je me suis retrouvée face à Marco Ricci, le chef du clan, un homme au visage bouffi par l'arrogance. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro, activant le haut-parleur. La voix de Dante, glaciale et contrôlée, a rempli l'espace. « Ricci, j'espérais que vous seriez assez stupide pour me contacter directement. » Marco a ri, un son gras et déplaisant. « J'ai quelque chose qui t'appartient, Moretti, ou plutôt, quelqu'un. » Il a approché le téléphone de mon visage. « Dis bonjour à ton protecteur, ma belle. » Je suis restée silencieuse, refusant de lui donner cette satisfaction. La voix de Dante a baissé d'un ton, devenant un grondement mortel. « Si vous touchez à un seul de ses cheveux, je ne me contenterai pas de détruire votre empire, je brûlerai votre nom de l'histoire. » L'ultimatum de Ricci est tombé. Dante devait se rendre seul à l'entrepôt dans l'heure, en échange de ma vie. C'était un piège évident, un sacrifice de son pouvoir pour moi. Et pour la première fois, j'ai prié pour qu'il ne vienne pas. L'heure qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Marco Ricci paradait, savourant sa victoire apparente. Mais je n'étais plus la serveuse terrifiée. J'avais vu la violence de près, j'avais senti la détermination de Dante. J'ai observé mon environnement, cherchant une faille. Mon regard s'est posé sur une vieille lampe à pétrole, posée sur une caisse, près d'une flaque de liquide huileux qui s'échappait d'un bidon. C'était ma seule chance. Au moment où les phares d'une voiture ont balayé l'entrée de l'entrepôt, j'ai agi. D'un coup de pied violent, j'ai projeté ma chaise en arrière, renversant la lampe. La flamme a rencontré l'huile et un mur de feu a jailli, semant la panique et la confusion parmi les hommes de Ricci. C'est à cet instant que l'enfer s'est déchaîné. Les hommes de Dante ont surgi de l'ombre, leurs armes crachant des éclairs silencieux. Au milieu du chaos, une seule silhouette s'est avancée à travers la fumée, imperturbable. Dante. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens. Il a abattu Marco Ricci d'une seule balle précise avant de se précipiter pour couper mes liens, son corps formant un bouclier autour de moi, tandis que ses hommes nettoyaient la scène avec une efficacité terrifiante. Dans le silence qui a suivi, seulement troublé par le crépitement des flammes, Dante m'a relevée. Il a passé ses mains sur mes bras, mon visage, vérifiant la moindre blessure avec une intensité qui transcendait les mots. L'adrénaline est retombée, nous laissant face à face, couverts de suie et de la poussière de notre victoire commune. Il n'y avait ni reproche ni triomphe, seulement un soulagement infini.
« Je savais que tu te battrais », a-t-il murmuré, sa voix rauque d'émotion contenue. C'est à cet instant que j'ai compris. Fuir ne m'avait pas libérée, cela avait simplement retardé l'inévitable. Ma place n'était pas loin de lui, à l'abri du danger, mais à ses côtés, au cœur de la tempête. J'ai posé ma main sur sa poitrine, sentant les battements puissants de son cœur sous ma paume. Je ne fuis plus, ai-je dit, ma voix retrouvant enfin sa force. Ni eux, ni vous. Ce n'était pas une reddition, mais un choix. Le choix de rester, de construire un refuge non pas en se cachant du monde, mais en lui faisant face, ensemble. Son regard s'est adouci, et pour la première fois, j'y ai vu non pas un parrain protégeant un bien, mais un homme retrouvant son foyer. 6 mois s'étaient écoulés, un semestre entier pour que la poussière de la guerre retombe et que les cicatrices commencent à s'estomper. La chute de la famille Ricci avait été aussi silencieuse que brutale, une implosion orchestrée par Dante avec une précision chirurgicale qui avait laissé le reste du milieu parisien dans un état de stupeur respectueuse. Son empire, loin d'être affaibli, s'était consolidé, purgé de ses traîtres et renforcé par une loyauté renouvelée. Léo, complètement rétabli, se tenait de nouveau à ses côtés, mais son regard sur moi avait changé. La méfiance avait laissé place à un respect profond, celui d'un soldat pour un autre qui a tenu sa position sous le feu. Je n'étais plus la protégée, la complication, j'étais devenue une partenaire. Dante m'avait confié la gestion de la façade légale de ses affaires, un rôle que j'avais embrassé avec une ferveur inattendue. Je n'étais plus serveuse à l'écrin noir, j'en supervisais désormais la gestion, transformant ce lieu de mes anciennes peurs en un symbole de ma nouvelle force. Je m'assurais que chaque employé était traité avec la dignité qu'on m'avait autrefois refusée, une petite justice personnelle qui avait une saveur incroyablement douce. Le penthouse, autrefois une forteresse de verre et d'acier, était devenu un foyer. Ma présence avait lentement effacé l'austérité des lieux, remplaçant le silence par des rires et les surfaces vides par des souvenirs. Sur une console en marbre, il y avait maintenant une photo de Sophia, radieuse, prise lors de sa dernière visite. Sa santé s'était stabilisée de manière spectaculaire, les meilleurs médecins veillant sur elle, une bénédiction silencieuse orchestrée par Dante. Elle passait souvent les week-ends avec nous, sa jeunesse et son innocence apportant une lumière qui semblait chasser les dernières ombres du passé de Dante. Il n'était plus seulement le parrain redouté, il était l'homme qui lui lisait des histoires avant de dormir, l'homme dont le visage s'adoucissait en la regardant dessiner au milieu du salon. Notre petite famille improbable, composée d'un chef de la pègre, d'une ancienne serveuse et d'une adolescente convalescente, était un défi à la logique de son monde, mais c'était aussi la plus grande preuve de sa rédemption. Il avait trouvé une paix qu'aucun empire ne pourrait jamais lui offrir, non pas dans le contrôle, mais dans la chaleur d'un foyer retrouvé. Un soir, il m'a emmené dîner à l'écrin noir. Nous étions assises à la table 12, cette même table où ma vie avait basculé. L'atmosphère était différente, sereine. Le personnel me saluait avec un respect sincère, non par peur, mais par admiration. Au milieu du repas, Dante a glissé une petite boîte en velours sur la nappe blanche. Mon cœur a manqué un battement, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de bague. Il y avait une seule clé ancienne et magnifiquement ouvragée. Il m'a expliqué qu'il avait acheté une petite boutique vacante dans le Marais avec un appartement au-dessus. « C'est pour ta pâtisserie », a-t-il dit simplement, sa voix grave chargée d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher, « pour que tu construises quelque chose qui soit entièrement à toi. » Les larmes me sont montées aux yeux. Ce n'était pas un cadeau pour m'enfermer dans une cage dorée, c'était un acte de foi, la reconnaissance ultime de mon indépendance. Il ne me protégeait plus en me contrôlant, mais en me donnant les outils pour m'épanouir. Mes mains, qui avaient autrefois tremblé de peur en lui servant un verre, étaient maintenant parfaitement stables en acceptant les clés de mon propre avenir. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, l'odeur du pain chaud et du sucre caramélisé flotte dans ma petite boutique, l'éclat des Lara. La lumière du matin inonde l'espace à travers la grande vitrine, illuminant des rangées de croissants dorés et de gâteaux délicats. Sophia, dont les joues ont retrouvé leur couleur, m'aide après ses cours, son rire se mêlant au son de la clochette de la porte. Parfois, je lève les yeux et je l'aperçois, Dante, garé de l'autre côté de la rue dans sa berline noire. Il ne surveille pas, il regarde, un petit sourire presque imperceptible sur les lèvres. Il a démantelé des empires et vaincu des monstres pour m'offrir ce simple moment de paix. Il m'a donné un refuge et je lui ai donné une raison de le défendre.
La justice, nous l'avions construite nous-mêmes, non pas avec des lois, mais avec de la loyauté, du courage et de l'amour. Si cette histoire de seconde chance a trouvé en écho en vous, si vous croyez qu'il est possible de trouver la lumière même dans les ténèbres les plus profondes, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager vos pensées. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des combats qui méritent d'être entendus.